Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le produit de convolution, et plus précisément le cas discret. Le but, aujourd'hui, ça va être de comprendre, grâce à un exemple, la manière de calculer la loi d'une somme de deux variables aléatoires discrètes indépendantes. Pour cela, on va considérer un nombre P, compris strictement entre 0 et 1, et on va chercher à déterminer la loi de Z, qui est x plus y, où x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, définies sur un même espace probabilisé oméga A P, de même loi. Leur loi elle va être définie par l'ensemble image de x et y, qui sont les entiers naturels plus grands que 2, et, pour tout cas dans cet ensemble-là, la probabilité que x soit égal à k, c'est k-1 p carré, facteur de 1 p, puissance k-2. Donc on peut vérifier déjà que c'est bien une loi de probabilité, et on va même se permettre, dans un second temps, de l'interpréter en termes d'épreuve de Bernoulli. Alors dans un premier temps, quand on veut calculer la loi de Z, on va essayer d'identifier un peu ce que j'appelle l'étape 0, que vaut Z de oméga. Ici, je peux argumenter sans mal en disant que cet ensemble est constitué des entiers naturels plus grands que 4, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'on fait la somme de deux variables aléatoires qui prennent des valeurs entières et plus grandes que 2. Maintenant, il s'agit de faire appel au théorème du cours, en disant que comme on dispose de deux variables aléatoires indépendantes, et qui prennent des valeurs dans l'ensemble des entiers naturels, on a, par produit de convolution discret, le fait que pour tout n dans z de oméga, la probabilité que z soit égale à n, ça vaut la somme de k égale 0 à plus l'infini, de la probabilité que x soit égal à k, que multiplie la probabilité que y soit égal à n-k. Donc voilà qui termine l'étape 0. On identifie z de oméga, et on écrit les hypothèses du théorème qu'on souhaite utiliser. Maintenant ici, en y regardant un peu de plus près, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Dans le sens où si on prend par exemple l'événement z égale 6, eh bien il n'y a pas 50 000 manières d'obtenir z égale 6. Soit x égale 2 et y égale 4, ou alors x égale 3 et y égale 3, ou alors x égale 4 et y égale 2. Autrement dit, il n'y a que 3 possibilités. Donc on peut se dire finalement que la somme infinie qui apparaît juste au-dessus, c'est un peu de la flûte. Ceci, ça va m'amener à l'étape 1, qui va être celle qui consiste à retirer les termes nuls. Pour cela, on va considérer n, une valeur que prend la variable aléatoire z, et on va dire que pour tout entier naturel k, on va essayer de détecter quand est-ce que la probabilité que x égale k soit non nulle, et que celle que y soit égale à n-k soit aussi non nulle. Donc pour que la probabilité que x soit égal à k soit non nulle, eh bien on va regarder tout simplement les valeurs que prend x, ainsi que la loi qui est donnée, et on va s'apercevoir que finalement ça équivaut à dire que k est plus grand que 2. De la même manière, pour que la deuxième probabilité soit non nulle, il faut et il suffit que n-k soit plus grand que 2. Donc finalement, si on rassemble les deux inégalités, on a des termes non nuls si et seulement si k est compris entre 2 et n-2. Alors ici, l'étape s'est très bien passée, mais je me permets d'attirer ton attention sur une chose. Quand j'écris cet encadrement-là, a priori, rien ne me garantit que n-2 soit plus grand que 2. Autrement dit, si le terme de droite est plus petit que celui de gauche, il pourrait très bien y avoir aucune valeur de k qui permette d'obtenir des termes non nuls. Fort heureusement, ici on s'aperçoit que n-2 est plus grand que 2, puisque n, on l'a choisi plus grand que 4. Et c'est à ça que sert l'étape 0. En identifiant correctement a priori z de oméga, on peut éviter ainsi de nombreuses mauvaises surprises. Maintenant, justement, on va passer à l'étape 2, que j'appelle calcul serein. Maintenant qu'on est sûr que dans notre somme, il ne reste plus que des termes non nuls qu'on a parfaitement identifiés, eh bien on va pouvoir calculer la probabilité que z soit égal à n. Donc finalement, la somme ne va pas de k égale 0 à plus l'infini, parce qu'on a fait juste au-dessus, la somme va de k égale 2 jusqu'à n-2. Et maintenant, en remplaçant p de x égale k et p de y égale n-k par leurs valeurs respectives, on obtient finalement cette expression-là. Alors fort heureusement, ça se simplifie un peu, dans le sens où si on regarde les termes en p et en 1-p, et qu'on les rassemble, on peut factoriser cette somme par p puissance 4, 1-p puissance n-4, et il va nous rester la somme de k égale 2 à n-2 de k-1 que multiplie n-k-1. Donc il nous reste plus qu'à calculer cette somme-là. Pour calculer cette somme, je vais te présenter deux techniques.
Cette première technique, je vais l'appeler la musclée. Alors on va développer cette expression, k-1 que multiplie n moins k moins 1, en considérant que c'est une expression polynomiale en k. Dans ce cas, le terme constant, ça va être 1 moins n. Le terme en k, eh bien je peux repérer combien il y a de k, il y en a moins 1 plus n moins 1, donc autrement dit il y en a n, donc ça me donne plus n que multiplie la somme de k égale 2 à n moins 2 des k. Et si je regarde le terme en k carré, ben, il n'y en a qu'un seul, et le coefficient c'est moins 1. Donc je dois retirer aussi la somme de k égale 2 à n moins 2 de k carré. Et là on retombe sur des sommes qu'on a calculées normalement au tout début de la première année. Donc la première somme, eh bien c'est la somme de finalement de quelque chose qui ne dépend pas de k. Donc ça fait juste le nombre de termes que multiplie 1 moins n, c'est-à-dire n-3 que multiplie 1 moins n. La somme des k, eh bien ça fait le nombre de termes de la somme, c'est-à-dire n-3, que multiplie la somme du premier terme et du dernier terme, c'est-à-dire n, et cela divisé par 2. Et enfin la dernière somme, dans les formules qu'on a apprises en première année, la somme partait de 1, alors qu'à cela ne tienne, on va dire que ça part de 1, et pour compenser notre méfait, on va rajouter 1, donc ça correspond à faire un ajouté retranché, et finalement ça va faire n-2, n-1 que multiplie 2n-3 divisé par 6, plus 1. Donc ces démonstrations-là, tu les retrouveras dans une émission qui est très populaire aujourd'hui, pour une raison qui me dépasse complètement, c'est l'émission Épopée mathématique numéro 6. Alors ici ce n'est plus que du calcul, on va factoriser par 1/6 et obtenir que ça vaut finalement 1/6 que multiplie toutes ces personnes-là. Alors ici dans le crochet, on voit que les deux premiers termes sont factorisables par n-3, et on va se dire qu'on aimerait beaucoup que tout ce qui reste soit aussi factorisable par n-3, donc on peut constater que 3 est une racine, entre guillemets, évidente, de cette expression polynomiale du troisième degré. En factorisant, on obtient finalement que cette expression ça vaut n-3 que multiplie 2n carré moins 3n plus 4. On peut désormais factoriser par n-3, que multiplie ce crochet-là, crochet qui vaut finalement n carré moins 3n plus 2. Et finalement, on peut s'apercevoir qu'on peut aussi factoriser ce polynôme du second degré, et obtenir n-3, n-2, n-1 divisé par 6. Donc du coup ça nous permet de conclure directement et de trouver la loi de Z. Maintenant il s'avère qu'on peut reconnaître ici un coefficient binomial. Ça, c'est 3 parmi n-1. Alors on peut se demander ici comment interpréter la présence de ce coefficient binomial. Donc si on recopie ceci dans la loi de Z, donc on avait calculé la probabilité que Z soit égal à n, ça vaut p puissance 4 que multiplie 1 moins p puissance n-4 fois 3 parmi n-1. Et c'est ici qu'en fait on peut interpréter la loi de x et y. Finalement, x et y, c'est la loi du temps d'attente du deuxième succès dans une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendante et de même probabilité de succès p. On reconnaît ici p carré, que multiplie 1 moins p à la puissance k-2, donc on a deux succès, k-2 échec. Le deuxième succès il est forcément en dernier, donc je n'ai aucun choix. Par contre pour le premier succès, j'ai k-1 choix puisqu'il faut que je place le premier succès parmi les k-1 premières expériences. Donc finalement, si j'interprète ça comme cela, eh bien x plus y, c'est le temps d'attente du quatrième succès. Tout se passe comme si on mettait les séries d'expériences bout à bout. Et finalement ce coefficient binomial, 3 parmi n-1, c'est le nombre de manières de placer les 3 premiers succès parmi les n-1 premières expériences. Alors justement, puisqu'il est question de dénombrement, je vais te proposer une deuxième technique que je vais appeler l'élégante. Comment obtenir simplement l'égalité 3 parmi n-1 est égal à somme de k égale 2 à n-2 de k-1 que multiplie n-k-1. Pour interpréter le terme de gauche en termes de dénombrement, c'est toujours aussi facile, puisqu'on a un coefficient binomial. C'est le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble à n-1 éléments. Maintenant, de l'autre côté, comment interpréter finalement cette somme qui va de 2 à n-2 ? En fait, l'explication, une fois qu'on a l'idée, va être très simple, comme très souvent en dénombrement. On va représenter une urne qui contient n-1 boules numérotées, de 1 jusqu'à n-1. Et on peut se dire que pour tirer 3 boules dans cette urne, on va tirer une boule avec un numéro minimum, une boule avec un numéro maximum, et la boule du milieu. Et justement, cette boule du milieu, on va l'appeler K. Et on peut voir que K, il est forcément compris entre 2 et n-2, puisque comme c'est la boule du milieu, il y a forcément une boule à sa gauche, qui vaut au moins 1, et une boule à sa droite, dont le numéro est au plus n-1.
Donc finalement, on peut représenter l'urne de cette manière-là. On peut considérer les k-1 premières boules, dont le numéro est inférieur à la boule du milieu, la boule jaune, dont le numéro vaut k, et les boules rouges, dont le numéro est supérieur à la boule du milieu. On peut vérifier qu'ici, on a k-1 boule, plus 1, plus n-k-1, et que ça nous fait bien n-1 boule au total. Et finalement, la formule tombe d'elle-même. Il n'y a qu'à faire une disjonction de k selon le numéro de la boule du milieu. On dit que pour reconstituer une poignée de 3 boules à partir de la boule du milieu, il suffit de choisir une boule de numéro inférieur, donc j'ai une possibilité parmi les k-1 boules bleues, et aussi que je choisisse une boule de numéro supérieur, c'est-à-dire que je choisisse une boule parmi les n-k-1 boules rouges. Et voici comment par dénombrement, on peut retrouver cette égalité qu'on a obtenue tout à l'heure d'une manière très musclée. Si tu aimes bien ce genre de technique, je t'invite à regarder ces 3 émissions-là, où je produis aussi des démonstrations très agréables par dénombrement. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.